Et dire que les gens sont déçus de Joker 2 car c'est une comédie musicale alors que le projet est annoncé depuis le début tel quel. Bon, maintenant que ça fait plus d'un mois que le film est sorti, on va pouvoir en parler calmement. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Comme si t'emmenais la femme d'un copain au resto ou au cinoche. Pour lui tenir compagnie, c'est tout. Un studio portatif de télévision. Tu t'y attendais à ce scénario? Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Si je ne sors pas très vite de score, je vais y rester prisonnier. Bonjour à tous et bienvenue dans Soyons Bon Public, l'émission est à retrouver à la fois en podcast ou sur YouTube tous les 15 jours, le lundi à 17 h et on va commencer avec le sommaire de l'émission. Dans cette émission, nous allons parler d'un sujet qui peut faire débat et cette semaine, on revient sur le film Joker Folie à deux, car oui, le film divise encore aujourd'hui. Je vais tenter de le défendre même s'il ne s'agit pas, je tiens à le préciser, d'une recommandation. Je dois avouer trouver injuste son procès sur internet. Je reviendrai également sur quelques news en bref avec une nouvelle trilogie Star Wars, un nouveau film de science-fiction français, Planète B, et enfin on parlera d'un nouveau film, Retour vers le futur. Et ça commence maintenant. Dans le dossier de la semaine, je vais revenir sur Joker Folie à deux. En effet, le film divise beaucoup et se prend parfois une vague de haine pas forcément justifiée. Je pars du principe que vous avez déjà vu le film parce qu'on va clairement spoiler. Je ne fais pas partie des personnes qui vont vous encourager à aller le voir, ni de vous dire de façon hautaine d'aller voir des comédies musicales. Si vous n'aimez pas le genre, vous n'aimez pas et c'est comme ça, hein. Ça reste toujours un genre particulier et je peux comprendre que les gens n'aiment pas. Personnellement, ce genre a toujours été particulier pour moi. Je dois avouer que sur certains films, je peux être en rejet et parfois adoré, comme Le Moulin Rouge qui fait partie de mes tops de tous les temps. Et bref, je ne suis pas fermé au genre, mais ce n'est pas non plus forcément ma tasse de thé. Et pourtant j'en ai vu moult. Alors revenons à tant soit peu en arrière. Le réalisateur, Todd Phillips, avait dit que son premier Joker était un one-shot. Pourtant, une suite aura bien lieu après un box-office allant chercher le milliard. Annoncé depuis près de 4 ans et depuis le départ, annoncé comme une comédie musicale, oui, le film ne vous a pas trahi, depuis le début, le réalisateur souhaitait prendre quelque part un nouveau risque. Si vous vous souvenez de ma critique de Joker, en tout cas sur la chaîne, j'indiquais que celui-ci était bon, mais pas non plus un chef-d'œuvre. Je trouvais que les critiques en faisaient beaucoup trop, surtout que nous avions toujours The Dark Knight en tête. Mais ce deuxième opus, les gens en font encore beaucoup trop, mais à l'inverse. Je vous cache pas que j'en avais peur moi aussi, déjà parce que le budget était plus que doublé, dont des cachets assez mirobolants pour les deux acteurs principaux et aussi de son réalisateur. De quoi déjà sonner l'alerte. En plus de ne pas être motivé d'en faire une suite, nous l'avions évoqué aussi dans un précédent podcast sur la chaîne. De plus, Todd Phillips, quand il fait une suite, c'est pas foufou. Par exemple, Very Bad Trip 2, c'est le même que le premier, sauf que c'est en Thaïlande. Alors quand j'ai vu la bande-annonce de Joker Folie à deux, j'ai eu une deuxième alerte en fait. Le film allait raconter la même chose. Même danse, mêmes environnements, en tout cas c'est ce que le trailer vendait. Et puis les critiques arrivaient, et ça sentait clairement pas bon. J'ai été voir le film où je m'attendais à une véritable merde, en toute honnêteté. Et j'ai bien aimé le film. Vraiment premier degré, je le trouve pas extraordinaire, en dessous du premier, mais pour ma part je trouve que ça reste un bon film. Alors oui, il raconte plus ou moins la même chose, mais tout de même en différent. Certaines chansons gonflent artificiellement le long métrage et auraient pu être plus court. J'en conviens. Vraiment, ça fait partie de trucs qui m'ont un peu repoussé. Et encore, je trouve que le message n'est pas forcément le même que le premier film, mais d'ailleurs je vais y revenir. Si Arthur devient le Joker dans le premier film, ici c'est le Joker qui redevient Arthur. Et c'est peut-être là où le film m'a surpris, moi qui m'attendais à avoir la même soupe. L'idée du Joker, cependant, lui survivra, créant la véritable force du Joker des comics, à savoir le chaos. Car oui, le premier film nous dépeignait un Joker plutôt victime, loin de ce que l'on connaissait du comics, ou des différents comics d'ailleurs, avec un âge avancé en plus par rapport à Batman, ce qui crée
Un semblant de rejet pour ma part, hein, c'était d'ailleurs ma critique du premier film. Le deuxième, finalement, corrige ce point. L'idée du Joker, de son ambition, de ses valeurs, est finalement immortelle. Je trouve l'idée, au contraire des autres critiques, plutôt bienvenue. Arthur a créé le Joker de façon presque par hasard, sans en avoir le contrôle. C'est pour cela qu'il n'a jamais été le Joker, qui lui sera l'ambassadeur du chaos. À travers Arthur, cela a créé le véritable Joker. Nous avons finalement la véritable naissance dans ce deuxième film. Et je tiens à préciser que c'est pas tout le monde qui peut devenir le Joker. Il y en a qu'un et il est créé à la fin du film. On aurait pu croire que le film se reposerait sur ses lauriers et pourtant il crée de nouvelles choses en étant carrément l'antithèse du premier film, ce qui a tendance à énerver les fans de comics. C'est un exercice que je trouve pour ma part intéressant et loin d'être simple à réaliser. Il évoque aussi le côté fanatique, messianique où les idoles ne sont jamais ce qu'elles prétendent et est devenu d'ailleurs le cancer de notre siècle. Le populisme n'a jamais été aussi important dans nos sociétés à l'heure actuelle. La critique est beaucoup plus appuyée dans ce deuxième opus. La réalisation est franchement bonne. Les décors réussis, on a cet aspect poisseux de Gotham, comme le premier film, à travers l'asile, la photo est toujours soignée, les acteurs livrent une performance. Désolé, mais le surjeu est autant présent que dans le premier film, et je trouve que ça fonctionne. Alors on a une autocritique du premier film, une façon méta de prendre du recul sur les messages véhiculés et comment un message est reçu et interprété. Perso, j'ai trouvé l'exercice pas si simple à aborder, et plutôt intéressant encore une fois. Contrairement à Very Bad Trip 2, qui était un copier-coller, on met en scène de façon différente le trouble d'Arthur. Et c'est là que le côté musical, présent aussi, je le rappelle, dans le premier film, pour ceux qui ne l'auraient pas oublié, est poussé ici à son extrême. Parfois, il n'y a pas forcément besoin de chanter, j'en conviens, mais cela devient un refuge pour notre personnage. Et je comprends, car il faut voir ce qu'il subit dans ce film. C'est assez violent, comment ne pas comprendre les fantasmes qu'il s'invente. Le contraste est bien mis en scène avec des couleurs vives dans le fantasme d'Arthur et sombre pour la réalité. Le procès nous fait revivre le premier film de façon encore une fois différente, de voir des points de vue se croiser sur l'interprétation du message du premier film qui est souvent mal compris. Parfois, les figures messianiques nous aveuglent au point d'être les véritables salauds de l'histoire, comme un peu Paul Atreides dans Dune. Beaucoup indiquent que cette suite est inutile. Moi, je trouve que cela complète son histoire. Certes, peut-être un peu longue, on va pas se mentir, mais cela permet aussi de s'interroger sur la folie du personnage et comment elle est reçue dans la société. Encore une fois, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais le réalisateur tente quelque chose de différent. Il prend des risques en changeant le genre, mais honnêtement, ça reste dans la même veine que le premier. Parfois, les danses sont même similaires, qui exploraient déjà ce côté musical, comme je le disais. Restent les parties chantées. Si Lady Gaga n'a rien à prouver dans ce sens, Phoenix, c'est un peu moins le cas. Et parfois frôle avec le ridicule, mais parfaitement, encore une fois, justifié. Nous sommes dans sa tête. Après tout, les fausses notes, elles ont le droit d'exister. On parlait de mise en scène, mais une séquence qui marque, c'est l'intro du film, avec le fameux cartoon, où l'on souligne le double Joker Arthur. Le Joker est symbolisé par l'ombre. Et bien, vers la fin du film, après l'attentat du tribunal, un des fans court après Arthur. Cette fois-ci, ce n'est plus son ombre, mais le Joker qui court après Arthur. Si le Joker symbolise les fans, et Arthur Todd Phillips, alors je comprends mieux la réaction, voire l'analyse qu'en fait Quentin Tarantino. Je cite, « Le concept entier, même sa façon de dépenser l'argent du studio, il l'a dépensé comme le Joker le ferait. Et puis, son grand cadeau surprise, le diable dans sa boîte. Quand il vous tend la main pour une poignée de main et que vous recevez un coup de jus avec 10 000 volts qui vous électrocute, c'est pour les fans de comics. Il leur dit, allez vous faire foutre à tous. Au public, du cinéma, à Hollywood, il dit merde à tous ceux qui possèdent des actions chez DC et Warner Bros. Et Todd Phillips est le Joker. Le film de Joker, voilà ce que c'est. Il est le Joker. On peut être d'accord ou non avec le monsieur, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un point de vue plus ou moins différent que j'ai pu avoir. D'ailleurs, j'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient une analyse différente du film en ayant aimé et d'autres personnes n'ayant pas aimé. Et vous savez quoi? À quelques exceptions près, chacun a reçu le film d'une façon différente. D'ailleurs, les fans de comics doivent être remis à leur place quelque part pour le réalisateur. Ils nuisent à la créativité, voire même à la réception d'un message du film. Personnellement, je pense que les fans du premier Joker avaient pour la plupart compris son message, personnellement. Enfin, j'ose espérer tout de même. Car oui, le Joker n'est pas une bonne personne. Et je trouve que, dans la séquence avec le personnage de Gary Puddles, nous offre, comme le premier film d'ailleurs, la meilleure vision de ce qu'on regarde. Dans le premier film, en effet, Arthur laisse partir Gary, car il l'a toujours respecté. Ici, au procès, le Joker est persuadé de faire le bien. Pourtant, Gary va le mettre face à ses responsabilités. Et c'est là qu'Arthur comprend qu'il est devenu ce qu'il a juré de combattre. À ce moment-là, Arthur n'a plus besoin d'être le Joker. Lorsque nous avons la rédemption au jury, Arthur l'indique une fois de plus. Mais le mal est déjà fait. Si Arthur
a délaissé le Joker, malgré que cette ombre court toujours après, les fans ne comptent pas lâcher leurs idées et de ce qu'est le Joker. Encore une fois, les idées ne peuvent mourir. Peu importe qui l'incarne, un autre se chargera de récupérer cette ombre. Une critique du populisme est aussi à prendre en compte. Avec l'attentat du tribunal, le symbole est assez fort. Là où on évoque les faits, où la justice est aveugle, impartiale, le populisme, lui, détruit ses idéaux. Todd Phillips évoque un autre message encore différent du premier film. Après l'exagération du premier film, qualifié de chef-d'œuvre, puis le deuxième, qui soit descendu et qualifié de merde, les extrêmes sont parfois étonnants. Le premier est bon, encore une fois, mais pas non plus un chef-d'œuvre, et le deuxième complète les dires du premier en apportant des éléments supplémentaires non négligeables à son propos. Certains ont boudé la sortie du film, au vu des critiques qui se prenaient, certains attendaient la même chose dans l'univers de Batman, d'autres voulaient à nouveau l'émotion d'un A Star is Born, vu qu'il y a Lady Gaga, les chansons vont forcément être bonnes pour une comédie musicale. Personnellement, moi, je n'attendais rien de tout ça, et c'est peut-être pour ça que j'ai aimé mon visionnage, car on me proposait un film différent, abordé d'un autre point de vue, comme une antithèse du premier film. Mais ce qui est étonnant et appréciable, c'est que ceux qui ont boudé la sortie en salle l'ont vu par la suite sur Max, car oui, Warner Bros l'a mis un mois après sa sortie sur la plateforme, étant donné que les résultats étaient catastrophiques au box-office. Et ceux qui l'ont vu sur Max s'attendaient tellement à un film mauvais que finalement, le film se réhabilite petit à petit. Hideo Kojima, grand nom du jeu vidéo, qui a fait par exemple Metal Gear Solid ou l'excellent Death Stranding, apporte sa pierre à l'édifice sur la qualité du film. Au cours des 10 ou 20 prochaines années, la réputation de ce film évoluera probablement en même temps que les films de super-héros à venir. Il faudra peut-être du temps pour qu'il devienne une véritable folie à deux, mais il ne fait aucun doute que les spectateurs ont aimé Joaquin Phoenix et Lady Gaga dans ce film. Dans le procès qui suit, la question de sa personnalité multiple est débattue du début à la fin. Le Joker est-il Arthur? Le Joker est-il une autre personnalité, son ombre? Qui est Arthur au juste? Cette révélation se transforme finalement en une méta-perspective. Dans le film précédent, Joker, est-ce vraiment le Joker qui captivait les spectateurs du monde entier? Ou était-ce Arthur? Cette question est constamment posée à Lee et même aux habitants de Gotham City dans le film. Nous vivons à l'ère de la production de masse, de héros, de justice poétique, d'une bataille entre le bien et le mal. Récemment, de nombreux films dérivés ont été réalisés en mettant l'accent sur les méchants. Les méchants peuvent-ils aussi être des super-héros? Cette question posée sur grand écran dans un film DC est-elle trop avant-gardiste? C'est la question. Est-ce le Joker que le spectateur du monde entier ont aimé? Était-ce Arthur? C'est là que les avis divergent. Le film propose quelque chose, on ne peut pas le nier. Ce n'est pas non plus un copier-coller. Il réinvente le message du premier film avec l'asile et le procès. J'entends dire aussi que Lady Gaga ne sert à rien, selon certaines critiques. Je ne suis pas, encore une fois, d'accord sur le sujet. Elle est moins présente, certes, mais bon, le titre en gros, ça reste Joker, mais elle est là pour influencer Arthur. Et sans elle, le procès n'aurait pas eu la même gueule, je suis désolé. Si les rôles sont inversés vis-à-vis du comics, je trouve ça plutôt bienvenu, de s'en éloigner un peu. En plus de ça, l'origin story est plutôt bien conservée, fille de bonne famille qui a fait des études en psychiatrie. Ça semble beaucoup plus réaliste selon moi. Sa déception à la fin est très bien amenée également, au point de ne plus avoir cette fascination après Arthur, se soit repenti. Le Joker reste une idéologie. D'ailleurs, on souligne la rédemption par deux choses sur la mise en scène. C'est qu'Arthur monte les marches comme une nouvelle ascension, comme on avait pu analyser dans le premier film d'ailleurs. Et le fait aussi qu'il ne veut plus chanter. Il n'est plus le Joker, mais l'idée du Joker est immortelle comme le souligne la mort d'Arthur, et son successeur qui va se lacérer le visage, comme le Joker d'Heath Ledger, sûrement un hommage. Ce qui enlève d'ailleurs l'incohérence de l'âge vis-à-vis de Batman. Par contre, juste à ce sujet, ce n'est pas l'origine du Joker d'Heath Ledger. Le meurtrier des parents de Bruce, dans Batman Begins, n'est pas un mec déguisé en clown, plus un vagabond. Nous ne sommes pas dans le même univers, il faut arrêter de connecter tout ça, histoire de clarifier les choses. Reste le personnage d'Harvey Dent, où ils ont respecté au moins l'âge du personnage, compte tenu de l'âge de Bruce Wayne. L'acteur vu dans l'excellente série Industrie, Harry Lotay, sera également accompagné d'un second acteur d'industrie, Ken Leung. Harvey Dent semble inexpérimenté. On est encore loin du personnage se présentant en politique sur un procès qui sera normalement facile de gagner. C'est pour cela qu'il ne brille pas encore. J'ai trouvé justement que cela pouvait coller à une bonne origin story. Après tout, à la fin, il semble totalement choqué, pas encore totalement défiguré, mais en tout cas touché sur une partie du visage, ce qui annonce peut-être ce trouble dissociatif dont il sera atteint par la suite. L'explosion a pu créer quelque part notre double
le fasse. Joker Folie à deux n'est pas un grand film, mais encore une fois il reste un bon film. Il a l'audace de changer de genre, un genre que les spectateurs ne portent pas forcément en plus dans leur cœur, au point de tourner le dos à un certain public. Il reste tout de même plus intéressant que les films nostalgiques vus cette année. Mais ne vous méprenez pas, l'ouverture que l'on a à la fin du film annonce sûrement un troisième film. Certes, Todd Phillips et Joaquin Phoenix ne rempliront pas, même si les deux films peuvent s'arrêter là, je suis pas sûr que Warner soit de cet avis. Soit on suivra le successeur du Joker, basé cette fois-ci sur le chaos et non sur la victime, soit on suivra Harley Quinn, soit on suivra Harvey Dent, ou peut-être les trois ensemble, mais je pense que Warner n'en restera pas là. Alors, ça reste un avis et n'engage que moi, car les chiffres du box-office, mais pour l'instant me donnent tort, actuellement, puisque le film fait un véritable four. Mais peu importe si on en dit du bien finalement, le film est bel et bien un fiasco, que ce soit dans sa notation d'appréciation qui évoluera peut-être avec le temps, comme le disait Hideo Kojima, mais aussi en termes de box-office. Selon les chiffres rapportés par les sites spécialisés du box-office comme The Numbers ou Box Office Mojo, le score actuel de Joker Folie à deux pour le territoire domestique, soit les États-Unis, est de 57,8 millions de dollars. Un chiffre toujours abominablement bas. Le premier avait fait 335,45 fois, soit 5 fois plus. À l'international, le score est un peu gonflé avec 143,5 millions, ce qui est là aussi 5 fois moins que le premier, et la sortie en Chine de cet opus n'aura rien permis de sauver. Pour un total finalement de 201,3 millions de dollars au box-office global. Pour rappel, le film a coûté plus de 200 millions sans marketing, le film est loin d'être aux attendus et rentabilisé. David Zaslav, le patron de Warner, a lui-même dû reconnaître la déception. L'incohérence reste un problème dans notre studio de cinéma, comme l'ont montré récemment les résultats décevants de Joker 2. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette suite? Dites-le moi en commentaire, je serais ravi d'en débattre avec vous. Et maintenant pour finir, les news en bref. Deuxième et dernière partie de l'émission, les news en bref. Première news, une nouvelle trilogie Star Wars en préparation. On peut dire que chez Disney, l'avenir de Star Wars est toujours un peu flou. Si chez Lucasfilm, on passe son temps à multiplier les annonces et les projets sans savoir et avoir de la visibilité, cette annonce semble être une nouvelle fois peu inspirante. De plus, l'annonce du nouveau scénariste a fait parler sur les réseaux sociaux, mais en réalité, c'est juste pour donner le nom d'un remplaçant, rien de plus. Suite au départ de Damon Lindelof et de Justin Britt Gibson en 2023, puis en 2024 avec le départ de Steven Knight, Disney annonce donc selon Deadline le scénariste et producteur Simon Kinberg qui a signé un contrat avec Disney pour scénariser et produire la prochaine trilogie Star Wars. Scénariste d'Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, Target ou encore X-Men Apocalypse, avec le CV du monsieur, je me demande ce qui peut mal se passer vraiment. Deuxième news, un film de science-fiction français se dévoile. Depuis 2023, selon moi, le cinéma français devient à mes yeux de plus en plus ambitieux. Il tente de nouvelles choses et ici on va parler du film Planète B porté par Adèle Exarchopoulos et réalisé par Aude Léa Rapin. Nous sommes en 2039 dans un monde où l'oppression policière a transformé la France en état autoritariste. Julia Bombars, jouée par Adèle Exarchopoulos, disparaît mystérieusement avec d'autres activistes après avoir mortellement blessé un CRS. Elle se rend compte qu'elle a été enfermée dans Planète B, un monde virtuel qui sert de prison d'un nouveau genre. L'imagerie faussement idyllique de cette maison au bord de mer cache en réalité des méthodes de torture qui vont petit à petit liguer les différents prisonniers les uns contre les autres, à moins que Nour, Souheila Yacoub, ne sache comment les sortir de là. Et surprise, le film sort cette année, le 25 décembre 2024. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Troisième et dernière news, Robert Zemeckis voudrait relancer la saga Retour vers le futur. Oui, vous avez bien entendu, le créateur de Retour vers le futur adorerait faire un nouveau film. Alors calmez-vous, il ne s'agit pas d'un quatrième opus, ni d'un préquel ou encore moins d'un remake, comme l'explique le réalisateur. Faire un remake du film ou suggérer un Retour vers le futur 4 ne risque pas d'arriver. On parle d'adapter la comédie musicale elle-même, adapter des films. Le spectacle est présent sur les planches à Londres et à Broadway depuis 2020. En effet, au micro du podcast Happy, Sad, Confused, le réalisateur a révélé qu'il aimerait adapter le spectacle et que ce serait la seule façon pour lui de refaire un film Retour vers le futur. J'aimerais bien adapter Back to the Future, The Musical, en film. J'aimerais beaucoup faire ça. Je pense que ce serait génial. J'ai soumis l'idée aux gens d'Universal,
mais il ne voit pas le potentiel, donc je ne peux rien faire. En attendant, le réalisateur a sorti un film au cinéma, Here, qui est sorti le 6 novembre 2024. Et vous, qu'en pensez-vous de l'ensemble des news du monde du cinéma? N'hésitez pas, on en discute en commentaire. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle émission. En tous les cas, rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.